Merci. Monsieur le Président du Centre Jean Goel, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci effectivement de vous être déplacés. Je remercie Quentin de m'avoir invité un samedi, parce que ça aurait pu être le dimanche en même temps. Donc, si ça avait été dimanche, vous auriez reçu des œufs au chocolat. Voilà. Alors, le sujet du séminaire qui est organisé par les deux personnes ici, donc à ma droite, rejoint la préoccupation qui a présidé à la rédaction de ce petit ouvrage que j'ai appelé la passion de l'égalité. La question que je me suis posée donc, en entamant les travaux donc, qui ont mené à cet ouvrage, c'est la question de savoir si on parle du socialisme depuis maintenant 2 siècles. Y a-t-il, et le socialisme a pris un très grand nombre de formes, que ce soit sur le plan théorique et académique ou dans ses incarnations historiques, je dirais, concrètes, est-ce que l'on peut trouver une forme de racine ou de substrat commun à ces différentes incarnations théoriques et empiriques du socialisme, ou bien est-ce qu'il faut se résoudre à l'idée qu'on nomme socialisme, en le qualifiant plus ou moins, des choses qui sont, des réalités qui sont parfaitement différentes et, je dirais, étrangères les unes aux autres. Alors, c'est une question qui peut paraître, le simple fait de la poser, peut paraître à la rigueur provocateur. Parce que si l'on regarde l'histoire des idées et des faits, ben on tombe, quand on s'intéresse au socialisme, on tombe immanquablement, tôt ou tard, sur la catégorie du national-socialisme. Alors le national-socialisme en allemand, donc c'est le socialisme allemand de l'entre-deux-guerres, et durant la guerre naturellement, en d'autres termes, le nazisme. Alors, la question peut paraître provocatrice de se demander s'il y a le moindre substrat commun entre le national-socialisme d'une part et, par exemple, la social-démocratie scandinave contemporaine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a entre ce socialisme scandinave, mettons des années 2000, et le socialisme allemand des années 30, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a le moindre rapport, la moindre parcelle, je dirais, d'identité? Oui. Ma thèse est effectivement qu'il existe un certain nombre de choses qui sont communes, un substrat commun au socialisme dans l'intégralité de ses manifestations, à la fois sur le plan théorique et sur le plan de ses incarnations, je dirais, historiques et empiriques concrètes. C'est d'ailleurs assez intéressant de poser cette question, je trouve, dans le contexte belge, parce qu'on parle souvent du socialisme allemand, on peut également parler du socialisme italien. Benito Mussolini était évidemment quelqu'un qui a fait toute sa carrière au Parti socialiste, qui a créé un organe de presse socialiste avant de théoriser et d'incarner lui-même, je dirais, le fascisme. Mais il y a aussi le cas belge. Il y avait quelqu'un dans les années 20 et 30 qui était à la fois l'équivalent de Elio Di Rupo, président du POB, donc ancêtre du Parti socialiste, et qui était également le Thomas Piketty de l'époque. Thomas Piketty qui est la star du socialisme théorique de nos jours, français. Cette personne est Henri Demann. Henri Demann, Elio Di Rupo de l'époque, je ne fais pas d'identité entre les deux personnes, mais c'était le président du Parti socialiste de l'époque, était une star internationale parce qu'il avait théorisé une manière, je dirais, de planification socialiste qui paraissait rencontrer les aspirations de son temps. Alors Henri Demann, c'est intéressant parce qu'il a commencé sa carrière comme étant marxiste internationaliste, donc il était partisan de transcender les frontières, il rejetait toute espèce de nationalisme. Ensuite, il a commencé à problématiser un certain nombre de ces catégories, tout en restant marxiste, et il a fini effectivement en s'engageant, non pas par intérêt personnel, mais pour des motifs strictement idéologiques, aux côtés du socialisme hitlérien. On a donc tout l'éventail du marxisme-socialisme de l'époque, incarné dans un seul homme, la personne en l'occurrence de Henri Demann, qui néanmoins n'a jamais renié une seule chose, c'est sa haine du bourgeois, d'une part, et sa haine de ce qu'il appelait les inégalités réelles, les inégalités matérielles. Et il suffit pour s'en convaincre de lire le premier ouvrage publié par Henri Demann, et l'un de ses derniers, d'ailleurs extrêmement brillant, on peut ne rien partager de ce que prétend un auteur, et néanmoins constater que l'ouvrage est bon, et qui s'appelle Au-delà du marxisme, et qui a été publié effectivement dans une période postérieure. Alors,
on constate ici que dans un seul homme, je dirais, ce caractère protéiforme, cette capacité du socialisme à prendre différentes formes, eh bien, c'est incarné, je dirais, presque à la perfection. Alors, au-delà, évidemment, de cela, la thèse que je soutiens dans ce livre, c'est qu'il existe un substrat commun, effectivement, à l'ensemble des incarnations théoriques et historiques du socialisme. Alors, on peut également se demander ce qui m'a amené à me poser cette question. Pourquoi s'intéresser finalement au socialisme, je dirais, universel, à ce qui fait l'universalité du socialisme, à son essence, et ne pas se limiter à rencontrer un certain nombre de théories concrètes, particulières, par exemple le socialisme français des années 80, le socialisme réformiste de Bernstein, fin du 19e, le marxisme, etc. Bien, ce qui m'a amené c'est un chemin détourné. Il y a un auteur français qui s'appelle Michéa et qui a publié un essai sur ce qu'il appelle la civilisation libérale. En gros, la thèse de Michéa consiste à soutenir que tous les maux de la société contemporaine sont dus au libéralisme et que nos sociétés, la France, par exemple, de 2017-2018, est un État libéral et que toutes les difficultés que nous vivons sont effectivement imputables au libéralisme. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui, je trouve, choque profondément l'esprit, pas pour des raisons morales, mais pour des raisons intellectuelles. La France, 57% de dépenses publiques en PIB, les plus grands, les plus hauts prélèvements obligatoires qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de la France, et il n'y a jamais eu de normes, ni de normes qui prétendent davantage régir les détails les plus intimes de la vie des individus que de nos jours. Si ça c'est le libéralisme, à ce moment-là les mots n'ont plus aucun sens, et il n'y a plus de différence entre le libéralisme, ou à la rigueur le socialisme le plus extrême, ou le communisme. Donc il y a chez moi, pour vous expliquer donc l'essence de cette démarche, une volonté de connaître, une volonté de comprendre ce qui est dû dans nos sociétés ou ce qui est imputable dans nos sociétés au libéralisme et ce qui est, le cas échéant, imputable au socialisme. Alors j'en viens à cette thèse qui est la mienne, ce substrat donc commun. Quand on examine la littérature, je ne prétends évidemment pas avoir lu tous les auteurs socialistes. Déjà, je dois me limiter aux langues que je connais, plus ou moins, fût-ce à titre passif. Mais donc, j'ai quand même relu une grande partie de ces auteurs. Marx, Bernstein, il y a toute une tradition aussi du socialisme néerlandais avec des auteurs comme Pannekoek. Alors, beaucoup d'auteurs, qu'ils soient socialistes ou pas, ont tenté de définir le socialisme, ont tenté, comme moi, en somme, de mettre en lumière un substrat commun, une essence, en quelque façon, du socialisme. Et là, on trouve plusieurs thèses. La première, qui est très fréquente, notamment dans la littérature anglo-saxonne, où le terme socialisme revêt un sens quand même un tout petit peu plus dur, je dirais, qu'en français, en tout cas légèrement différent. La première thèse consiste à dire qu'il n'y a de socialisme, en théorie, et donc aussi en pratique concrète, que lorsque l'on veut et lorsque l'on plaide pour la propriété publique des moyens de production. C'est une thèse assez classique qui consiste à dire que ce qui fonde le socialisme, c'est la volonté de faire en sorte que l'État s'approprie les moyens de production et que donc il y ait une planification de l'économie sur cette base. C'est une thèse très fréquente, notamment dans la littérature anglo-saxonne. La difficulté de cette thèse, c'est qu'elle exclut tout ce qu'on appelle le socialisme réformiste. Elle exclut la social-démocratie. Elle exclut finalement le plus clair du socialisme depuis, en tout cas en Europe occidentale, depuis 1945. Donc c'est pas satisfaisant de donner d'un concept une définition qui exclut la plupart des gens qui s'en revendiquent. Une autre thèse, assez fréquente aussi, notamment chez les Allemands, consiste à trouver un certain nombre de points communs, en disant que le socialisme, c'est ceci sur le plan éthique, c'est ceci sur le plan moral. Bon, alors, première observation, c'est que toutes ces théories sont divergentes entre elles. Il n'y a pas deux auteurs qui sont d'accord sur les caractéristiques du socialisme. L'autre difficulté, c'est que quand vous faites ce qu'on pourrait appeler ce gerrymandering, donc conceptuel, c'est-à-dire aller chercher dans un ensemble un certain nombre de choses, vous en excluez par définition tout ce qui ne répond pas exactement à vos critères. Donc vous aurez, là encore une fois, un certain nombre de théories, d'auteurs, de régimes qui se disent socialistes, qui rentrent dans la définition, et puis d'autres qui ne le sont pas. Ça non plus, on le sent de façon intuitive, ce n'est pas satisfaisant. Comment pourrait-on, par exemple, considérer que la social-démocratie scandinave, le socialisme suédois, n'est pas du socialisme ? C'est forcément arbitraire. Je veux dire, on doit forcément avoir une définition conceptuelle qui est arbitraire. Alors,
la thèse à laquelle j'ai abouti, et j'ai abouti après avoir relu tous ces auteurs, qui sont souvent très intéressants. Ce qu'on peut dire, parce que quand je dis que j'ai beaucoup lu, j'ai vraiment passé des mois à revoir cette littérature, je crois que ce qu'on peut dire sur cette littérature, c'est qu'elle est, dans l'ensemble, et de façon générale, très faible sur le plan intellectuel. Le socialisme théorique m'a frappé, moi évidemment, étant plus versé dans les auteurs libéraux depuis tout petit, si on peut dire, je le connaissais moins. Et ce qui m'a frappé, puisque j'ai des points de comparaison, que ce soit avec la tradition, je dirais, libérale, ou même avec les textes d'inspiration plus religieuse, c'est une très grande pauvreté intellectuelle, ou pour le dire autrement, un très grand sectarisme. Alors, naturellement, il y a des exceptions. J'ai découvert un auteur que je ne connaissais pas, sauf de nom, et qui s'appelle Edward Bernstein. Edward Bernstein était un socialiste anti-marxiste, qui déjà en 1890 publiait un livre dans lequel il réfutait tout ce qui dans le marxisme est réfutable. 1890. Il a été publié en anglais, ça s'appelle Evolutionary Socialism en 1909. Je ne pense pas que son livre existe en français. Remarquable, très rigoureux, avec des tableaux analytiques qui montrent que les prédictions de Marx, déjà à l'époque, donc 1890, échouaient. Donc que le marxisme n'était pas acceptable sur le plan. Bon, Bernstein. Alors un autre auteur, c'est évidemment Marx. Bon, Marx, pour moi, n'a pas été une découverte, mais c'est un auteur qui avait, on le sent quand on lit, une espèce d'immense énergie vitale, et qu'il exprimait avec souvent beaucoup d'humour dans ce qu'il écrivait, mais en même temps, ce qui est très frappant, j'ai lu Hitler, puisque je me suis intéressé au socialisme allemand, je l'avais déjà lu auparavant, ce qui m'a frappé, c'est non seulement la force de la haine, que Marx ne prend pas la peine de cacher dans ses écrits, lorsqu'il parle des bourgeois, lorsqu'il parle des possédants. Je sais que par ailleurs il dit des choses qui sont élogieuses, mais sur le plan théorique, il y a par exemple un concept que j'ai découvert dont on ne parle jamais, qui est le concept de Volksrache. Enfin, ça s'écrit Volksrache, c'est-à-dire la vengeance populaire. Marx explique que lorsque la révolution aura réussi, donc après que la révolution est réussie, il faudra non pas arrêter, mais au contraire encourager le fait que le peuple puisse lyncher, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ce n'est pas une métaphore, lyncher un certain nombre de représentants des classes possédantes, du régime qui précédait, etc., etc. Donc il y a une haine véritablement terrible dans les écrits de Marx, et il y a d'ailleurs, parce que Marx rédigeait en allemand pour l'essentiel, même s'il écrivait aussi en anglais et en français, il y a une identité dans les termes qu'il utilise lorsqu'il exprime sa haine du bourgeois. Avec ce qu'ont écrit à l'époque évidemment un tout petit peu postérieure, mais dans les mêmes termes, les nationaux socialistes allemands. Il y a véritablement cette identité de termes et cette même force dans l'exécration qu'on trouve chez Marx et dans les écrits nationaux socialistes allemands. Alors, d'ailleurs, intéressant de voir, quand on parle de ce substrat commun et de cette identité, que entre nationaux socialistes et communistes, je parle des intellectuels, ils se qualifiaient souvent réciproquement de manière très positive. Quand je dis que le national-socialisme est un socialisme, d'abord et avant tout, ce n'est pas seulement mon opinion, c'est aussi celle de Trotsky, par exemple. Trotsky considérait que le national-socialisme, juif pourtant, donc il devait quand même savoir dans quoi il mettait les pieds, il considérait que le national-socialisme était un socialisme de soldats. Ils n'ont dit quasiment que du bien. Ils n'ont dit quasiment que du bien. Donc cette même appartenance, je dirais, des communistes et des nationaux-socialistes à la grande famille du socialisme est assumée et revendiquée par un certain nombre d'auteurs parmi les plus éminents, à la fois du communisme, je dirais, et du national-socialisme. Alors, ma thèse, maintenant, j'y viens. Après avoir lu, décortiqué tous ces auteurs, je me suis demandé, bon, il y a du socialisme politique, il y a du socialisme économique. Alors, sur le plan politique, il y a des socialistes qui sont partisans de la liberté, il y a des socialistes qui sont partisans de l'abolition de la liberté, en théorie comme en pratique. Sur le plan économique, il y a des socialistes qui sont partisans de la planification de l'économie, d'autres qui sont partisans de l'économie de marché avec des transferts de richesses, etc. Donc il y a là un caractère, encore une fois, désolé pour ce terme, mais protéiforme qui est absolu. On a tout. Dans le socialisme politique, tous les régimes ont été approuvés et revendiqués par un certain nombre, dans leurs différences, par un certain nombre d'auteurs. Sur le plan économique, c'est pareil. Et donc, cela m'a amené finalement à me poser la question, mais quelle est finalement l'anthropologie socialiste? Qu'est-ce qui fonde toute cette démarche? Pourquoi le socialisme? Le socialisme n'a pas toujours existé. Il y a des revendications qu'on peut rapprocher du socialisme qui ont existé à toutes les époques, mais le socialisme en tant que tel est une invention relativement récente, relativement moderne.
moderne, pardon. Et donc je me suis demandé, qu'est-ce qui fonde cet engagement? Pourquoi le socialisme? La conclusion à laquelle j'en suis arrivé, mesdames et messieurs, c'est que le substrat commun au socialisme, dans l'intégralité de ses manifestations théoriques et historiques, est le fait de considérer l'égalité réelle comme valeur dominante. C'est quoi l'égalité réelle? Il est important de la distinguer. Quand je dis égalité réelle, c'est synonyme d'égalité matérielle ou d'égalité de fait. Ce sont des expressions qui, dans ma bouche, en tout cas, sont parfaites, pour la plupart des socialistes, sont parfaitement synonymes. Je constate que chez tous les auteurs socialistes, on pourra toujours trouver des exceptions, hein. Et puis il y en a qui sont qualifiés de socialistes, qui ne se qualifient pas eux-mêmes, etc. On n'est pas dans la pureté mathématique ou géométrique. Mais dans la quasi-intégralité des écrits socialistes, vous avez la revendication expresse ou l'affirmation implicite de ce que l'égalité réelle est la valeur dominante. Soit qu'on dise qu'on veut y arriver, soit qu'on dise que c'est de là qu'on part, soit que ce soit présent à l'entrée et à la sortie, mais il y a cette idée que l'égalité réelle, le fait d'avoir une société, pour le dire autrement, dans laquelle les êtres humains vivent sur un pied de stricte égalité réelle, est la valeur dominante. Alors, en quoi est-ce que c'est spécifique au socialisme ? En quoi cette revendication réelle est-elle spécifique au socialisme? Est-ce que les libéraux ne sont pas les partisans dans l'histoire ou dans la réalité des faits de l'égalité réelle? D'un mot, non. Cette égalité réelle, le fait de valoriser ou de survaloriser l'égalité réelle, est le critère distinctif du socialisme. Cela n'existe pas dans la tradition libérale. De nos jours, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont profondément imprégnés, parfois sans s'en rendre compte, de socialisme, et qui en sont venus eux-mêmes, tout libéraux qu'ils soient par ailleurs, à considérer qu'entre deux systèmes, toutes choses étant égales par ailleurs, eh bien celui qui est plus égalitaire sur le plan réel est plus juste, moralement supérieur à celui qui est moins égalitaire sur le plan réel. Nous vivons une époque assez intéressante de ce point de vue-là, parce que nos sociétés ne peuvent pas, sauf évidemment par des gens qui aiment la caricature, ne peuvent pas être qualifiées toutes uniment de socialistes. On peut par exemple entreprendre dans nos sociétés. Donc si on était des régimes socialistes, il n'y aurait plus cette marge pure, je veux dire, il n'y aurait plus cette marge de liberté. On ne peut pas non plus considérer que nous soyons dans des régimes purement libéraux. Hein, il est évident, j'ai donné un certain nombre de chiffres tout à l'heure, ces chiffres sont identiques en moins grave, je dirais, pour la Belgique, et en beaucoup moins pour d'autres pays. Mais enfin, en gros, nous n'avons jamais été aussi imposés que nous le sommes maintenant dans toute l'histoire de l'Occident. Nous n'avons jamais été aussi normés que nous le sommes maintenant, et pas d'un peu dans toute l'histoire de l'Occident. Juste quand même deux chiffres. En France, on adopte aujourd'hui, chaque année, autant de règles supplémentaires qu'il ne s'en est adopté dans toute la période qui va du règne de Saint-Louis à 1789, chaque année, 60 000 par an. En Belgique, puisque nous avons tout fédéralisé, donc, etc. Donc nous avons 100 000 pages de moniteurs chaque année qui viennent s'ajouter. Alors vous allez me dire, la plupart ne vous concernent pas, mais si, ça nous concerne. Chaque norme, par définition, vient brider la liberté de quelqu'un. Donc ça nous concerne, en dernière analyse, tous. Droit européen. Je me suis un jour demandé, tiens, il faut quand même un peu objectiver les choses. Tu m'arrêtes quand t'en as marre. Non, je suis fasciné, je t'écoute. Le droit européen, je me suis dit, tiens, il faut objectiver ce truc, parce que le droit européen, on dit... Alors, ils ont une procédure qui est le Freedom of Information Request. J'ai fait un Freedom of... Je me demandé combien de pages de droit européen? 150 000. C'était long, en fait, hein, parce qu'ils ne savaient pas répondre. Et donc, finalement, ils m'ont dit, oui, dans la traduction qu'on a fait pour la Croatie, quand elle a adhéré à l'Union européenne, on avait 154 000 pages, et donc 500 codes de normes, qui viennent se surajouter aux 100 000 par an, etc. Donc, aucun régime, aucun individu que le monsieur ici en face de moi, par exemple, hein, évidemment ça vaut pour nous aussi, n'a été aussi bien normé et dans le détail de la vie, de sa vie intime, que nous le sommes aujourd'hui. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le socialisme? Mais il est direct le rapport avec le socialisme. Quand les socialistes sont au pouvoir, ils peuvent n'en faire qu'à leur tête. Et donc qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils font un droit très simple, en fait très très économe, qui est purement arbitraire, qui disent qu'en gros, il faut faire ce que l'autorité vous dit de faire au moment où elle vous dit de le faire. C'est évidemment beaucoup plus simple quand on a le pouvoir absolu, c'est comme ça que ça se passe. Mais chez nous, c'est pas le cas, ils doivent composer régime démocratique, liberté publique, etc. Donc, que font les socialistes? Eh bien, ils rentrent dans le détail de la vie matérielle des gens pour essayer d'en égaliser
les rapports, pour essayer de standardiser les comportements. Vous savez, de nos jours, on en est venu à considérer qu'il est normal qu'il y ait des lois qui nous disent comment on doit regarder les gens, comment on doit leur parler, comment on doit éventuellement ne pas avoir un regard. De nos jours, en France en partie, je prends toujours la France, parce que la France c'est toujours le pire qui existe de ce point de vue en Occident, c'est toujours un cas un peu archétypique. Alors, en France, par exemple, quand on regarde quelqu'un avec un regard un peu trop soutenu, ça peut être considéré légalement. Il y a des jugements qui ont été rendus, c'est pas une figure de mon esprit, comme du harcèlement. Fabuleux, fabuleux. Un regard. J'ai trouvé, je connais bien l'université d'Oxford. Ils ont un bureau égalité et diversité. C'est déjà fabuleux. Donc vous êtes à l'université, il y a un bureau qui s'appelle égalité et diversité et qui émet des recommandations. Eh bien, ils ont émis des recommandations il y a 1 an et demi, juste au moment où je finissais le bouquin, qui expliquent aux étudiants blancs qu'ils ne doivent pas détourner le regard quand un étudiant issu des minorités souhaitent effectivement chercher leur regard, parce que ça peut passer pour de la discrimination. Mais attendez, on se tape la tête sur le banc, quoi. Je veux dire, on en arrive. Donc là, l'idée, c'est d'imposer l'égalité réelle dans le détail des comportements par la norme. Et puisqu'on ne peut pas le faire d'un coup d'un seul, on va dans chaque relation. Avant, c'était uniquement le contrat de bail. On prenait le bail, contrat de travail, on disait la loi va imposer l'égalité des conditions parce qu'elle n'existe pas dans la nature. Donc voilà. Mais finalement, on a étendu cette volonté à l'ensemble des rapports humains entre toutes les minorités, entre toutes les sortes, les hommes, les femmes, les enfants, etc., etc., etc. Et on en arrive à cette espèce de cathédrale normative sans aucune commune mesure avec ce que nous avons connu dans le passé. Alors, ma thèse sur le substrat commun du socialisme présente un avantage, c'est qu'elle est réfutable. Ce n'est pas simplement une phrase, on peut me réfuter de façon très simple, c'est-à-dire trouver un auteur socialiste et considérer qu'on va montrer que pour lui, tout socialiste qu'il soit, sa principale valeur, ce n'est pas l'égalité réelle, c'est autre chose, et montrer qu'il est cohérent avec ce choix initial dans sa théorie. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être fait. Mais bon courage, parce qu'effectivement, je pense avoir passé en revue un grand nombre de ces auteurs, et la plupart, non seulement sont en résonance avec ce que je viens de dire, mais revendiquent l'égalité réelle, quels que soient les termes qui sont utilisés, de manière tout à fait explicite. Alors, c'est assez intéressant parce que cette thèse, si elle est effectivement vraie, ce que je crois, est assez intéressante parce que tout s'éclaire. Il y a un grand nombre je dirais des inconnus ou des impensés de la philosophie politique contemporaine qui en viennent à s'éclairer. Bien, par exemple, il y a toute une série de concepts de nos jours, comme par exemple l'égalité des chances. L'égalité des chances fait partie de ces concepts qui sont transversaux. Donc la plupart des partis, pas seulement en Belgique, quand je parle ici, je parle en général, la plupart des partis en anglais, comme en français, en néerlandais, comme en français, aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, Equality of Opportunities, par exemple, c'est strictement, exactement la même chose qu'égalité des chances ou égalité d'opportunités en français. Et donc on a des termes qui sont égalitaires. Quand on parle d'égalité des chances, bon, il est quand même assez clair qu'effectivement, ce dont on parle, c'est l'égalité. Mais ce sont des termes qui, en réalité, reposent, pour la plupart, ou des expressions qui reposent sur un malentendu. Parce que ce que le socialisme revendique, d'abord et avant tout, c'est effectivement l'égalité réelle, l'égalité de fait. Dans la notion d'égalité des chances, vous avez un mixte entre l'égalité réelle et l'égalité des droits. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'on a les mêmes chances au départ si déjà on n'avait pas les mêmes droits. Mais en même temps, ça ne peut pas être une question de droit, parce que sinon il n'y aurait pas de. Sinon le socialisme n'apporte rien par rapport au libéralisme. Alors ce débat en réalité est aussi vieux que notre civilisation. À l'époque où Solon, le législateur, donc le grand législateur athénien, s'est emparé du pouvoir, il a donné l'égalité des droits. Il a instauré l'isonomie, même si lui, je ne vais pas vous embêter avec trop de complications, mais il appelait ça eunomie. L'eunomia, il empruntait ce concept à Sparte, mais ce qu'il voulait dire, c'était l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité des droits. À l'époque, il y avait déjà des socialistes, évidemment, si le mot n'existait pas, mais de l'époque, donc on est bien longtemps avant Jésus-Christ, qui revendiquaient ce que eux appelaient l'isomoirie. Alors l'isomoirie, c'est un terme sur lequel je suis retombé il y a déjà quelques années, qui n'est pas du tout connu, a fortiori populaire, mais qui signifie l'égalité réelle. Il y a un certain nombre d'Athéniens qui disaient, vous nous donnez selon l'égalité des droits, mais nous, ça ne nous intéresse pas l'égalité des droits. Nous, ce qu'on veut, c'est des terres. Nous, ce que nous voulons, c'est que les terres soient redistribuées de manière tout à fait égalitaire entre tous les citoyens
d'Athènes. C'est ça que nous voulons l'isomoirie. Et eux étaient parfaitement conscients qu'entre l'isonomie et l'isomoirie, il y avait évidemment une tension, et que si on donnait l'une, eh bien on n'aurait pas l'autre, et que si on donnait l'autre, forcément on devrait renoncer à la première. Alors ce concept d'égalité des chances repose sur le même type d'ambiguïté. Je vais vous donner un exemple très simple pour vous faire comprendre l'inanité de ce concept. Richard a un enfant. Cet enfant commence des études universitaires. Richard est un excellent papa, et donc il décide de l'aider, presque tous les jours. Alors dites-moi exactement, par rapport à un autre enfant, comme par exemple Corentin, qui est un très mauvais papa, absent, qui a quitté sa famille, tout ça est faux évidemment, mais qui a quitté sa famille... Non, je suis un bon papa. Oui, mais ça c'est vrai, mais les détails... Voilà, et donc, Corentin commence ses études, il est tout seul parce que son père l'a abandonné. Alors, vous avez là deux situations qui se rencontrent dans la réalité. Dites-moi un peu, comment on va instaurer l'égalité des chances entre le premier et le second? Évidemment une vue de l'esprit, il n'y a aucune façon. Un autre exemple, un garçon commence des études de droit, sa petite amie commence des études de droit. Elle est très brillante, lui, par contre, il est un peu à la peine. Elle l'aide tous les jours, l'amour. C'est formidable. Un autre garçon, qui est également un peu à la peine, commence des études de droit. Ben, lui, il est tout seul. Dites-moi comment on va instaurer la moindre parcelle d'égalité entre le premier et le second. C'est une vue de l'esprit. Ce dont j'essaie ici de vous convaincre, c'est que si on ne respecte pas l'identité essentielle des concepts d'égalité, que ce soit devant le droit ou de l'égalité réelle, on va forcément tomber dans des choses qui ne sont pas tenables sur le plan intellectuel. Alors, la difficulté aussi, l'avantage de mettre à jour l'essence universelle du socialisme, c'est qu'on peut en discuter la véracité. D'où vient ce concept d'égalité réelle? J'ai déjà introduit la question tout à l'heure. D'où ça vient? Qui a inventé à l'échelle, à l'époque on dirait donc, moderne, actuelle, pour ne pas repartir donc, dans l'Athènes antique, qui a inventé cette revendication? C'est Rousseau! C'est Rousseau, et pas seulement en français, parce qu'à l'époque, les auteurs français étaient repris dans le monde entier, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. À l'époque, ils étaient quand même fort cités, repris. Rousseau, il a publié un livre que je décortique ici, et qui est très intéressant, un petit traité sur l'égalité. Rousseau, il dit, l'égalité, la conclusion en tout cas de son bouquin, pour vous passer les détails de son raisonnement, l'égalité, elle existe dans la nature, l'égalité réelle. Et donc c'est la loi civile qui, parce qu'elle est perverse, vient instaurer une forme d'inégalité entre les gens. Donc, ipso facto, l'idée c'est qu'on va retourner à l'égalité, et pour ça, il suffira de redresser la loi civile. Mais posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que ce concept de l'égalité naturelle? Citez-moi deux individus qui seraient en aucune façon, naturellement, je ne parle pas de droit ici, je parle de leurs compétences, de leurs capacités propres, qui seraient naturellement égalitaires en aucune façon. Ça n'existe pas. Sur le plan, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan athlétique, sur le plan esthétique, de la beauté physique, l'égalité n'existe pas dans la nature. Non seulement on ne s'en approche pas, mais l'égalité est radicalement absente de la nature. Il n'y a pas d'égalité. Et donc, l'ensemble de la démarche socialiste, en tout cas quand elle est rousseauiste, ce qu'elle est la plupart du temps, repose sur une erreur intellectuelle. C'est non pas le fait qu'il y ait de l'égalité dans la nature, ça oui, mais c'est la possibilité de l'égalité réelle. Parce que s'il est vrai, et c'est vrai universellement, que le socialisme prétend instaurer l'égalité réelle, il est tout aussi vrai que jamais le socialisme n'a réussi à instaurer un régime qui ne serait-ce que se rapproche d'une quelconque forme d'égalité réelle. Il y a des études qui ont été faites par des historiens et par des économistes, je pense à Deutscher, marxistes, qui ont montré que les régimes les plus inégalitaires sur le plan matériel au XXe siècle, c'était l'URSS, c'était la Chine de Mao. Voilà. Donc l'égalité réelle fonde la démarche. Ils tirent leur légitimité morale socialiste de l'égalité réelle, mais ils n'ont jamais pu s'en rapprocher. Et ça se laisse comprendre, parce que d'abord nous sommes tous profondément inégaux en compétences, j'ai cité un certain nombre de critères, mais supposez même que nous puissions tous ici nous mettre sur un strict pied d'égalité. Il faudrait faire intervenir des concepts difficiles, notamment l'âge, etc. Mais enfin, à supposer qu'on puisse le faire. Nous sortons de cette pièce, nous sommes devenus strictement, catégoriquement égalitaires sur le plan du fait. Mais dans 2 heures, en fonction de nos compétences personnelles, de nos goûts, de nos énergies, dans 2 heures, cette égalité aura disparu. Parce qu'un tel aura déjà décidé de créer une entreprise avec le petit modicus qu'on lui a donné, un tel aura décidé d'aller dormir, un tel aura décidé d'aller faire du sport, etc. etc., etc. Donc l'égalité est une impossibilité, je dirais, ontologique.
C'est à la fois ce qui fonde l'ensemble de la démarche du socialisme et quelque chose qui est une sorte de trou noir parce qu'on ne peut pas même concevoir, non seulement ça ne s'est jamais fait, mais intellectuellement et quand on s'attarde un tout petit peu au détail, on ne peut pas concevoir une société qui serait à la fois humaine et égalitaire sur le plan réel. C'est quand même un ennui, hein. Si comme je le prétends, et je le prétends, c'est ce qui fonde l'ensemble de la démarche socialiste, vous avez tout de même une difficulté quand cette fondation et cet objectif ultime du socialisme ne peut pas même être conceptualisé. Alors, revenons peut-être brièvement sur un point que j'examinais dans l'introduction, et après ça, donc, je vais conclure. Vous allez me dire, vous prétendez que le national-socialisme est partie intégrante de la grande tradition socialiste. Mais en quoi le national-socialisme, qui est une théorie raciste, parce que le racisme est une partie intégrante du national-socialisme, on ne peut pas le nier, peut être mis en rapport en aucune façon avec cette espèce de prétention à l'égalité, M. Gottfriedi, que vous nous décrivez. Quel est le rapport? Eh bien, le rapport, on trouve dans les textes de Hitler, pas seulement Mein Kampf, qui a été publié, je crois, en 1926, mais dans ses discours, ce qui est assez intéressant, il y a un discours, par exemple, que Hitler a prononcé, je crois, Munich, en 1920, qui s'appelle Warum sind wir Antisemiten? Pourquoi sommes-nous antisémites? C'est assez intéressant parce que c'est 1920, donc c'est très avant, non seulement son accession au pouvoir, mais très avant la guerre, etc. Tout est dans ce discours. Tout ce qui allait suivre est dans ce discours. La haine du juif y est vibrillonnante, si je puis dire. Sa vision de l'égalité, sa haine du bourgeois et l'articulation de tout ça, tout y est. Tout est dans ce discours. C'est une sorte de résumé de Mein Kampf. Donc quand on a lu ça, ça évite de devoir lire cette espèce de somme quand même relativement ignoble et qui s'appelle Mein Kampf. Alors comment... Parce que Hitler n'est pas non plus à sous-estimer. Hein, quelqu'un qui arrive à la tête de l'Allemagne, etc., n'est pas... Merci, monsieur de Sète. N'est pas tout à fait... Hitler, il a donné des interviews aussi, hein, un journaliste américain fin des années 20. Il définit le national-socialisme comme solidarité raciale. Ça, c'est le grand mot qui reviendra après ça sans arrêt, parce que bon, après ça, il copie tout ce qu'a dit Hitler, qui reviendra sans arrêt dans la bouche et sous la plume de Hitler. Solidarité raciale. Et justement, dans ce discours dont je vous parlais, pourquoi sommes-nous antisémites, il explique que il faut arriver à l'égalité dans les membres de la race dominante, donc que lui définissait comme race dominante, et c'est cette nécessité de l'égalité au sens noble du terme parmi les membres de la race dominante, c'est-à-dire les Aryens, qui justifie, c'est ça l'articulation, l'expulsion. Et l'expulsion, ça peut vouloir tout dire, y compris ce qui finalement a été fait, c'est-à-dire l'extermination, l'expulsion des corps qui sont radicalement étrangers, c'est racialement, mais aussi parce qu'ils sont possédants. Parce que les Juifs, à l'époque, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont, et très mauvaise raison, pour lesquelles ils ont été haïs, ils étaient possédants. Ils avaient, pour des raisons liées à l'histoire, à la religion catholique, etc., investi des métiers qui étaient en partie des métiers d'argent, et donc ils étaient effectivement possédants. Et donc, c'est l'exigence de l'égalité raciale qui, selon Hitler, pas selon André Gottfriedi, justifie, exige l'expulsion des éléments qui lui sont étrangers parce que juifs, parce que bourgeois, parce que possédants, parce que, d'un seul mot, inégalitaires. Et donc, il faut bien comprendre, le fait que l'égalité fonde le socialisme ne veut pas dire que ça ne condamne pas ipso facto le socialisme à vouloir l'égalité pour tous les hommes. Il y a deux grandes traditions, filiations socialistes. Il y a le socialisme internationaliste, disons le marxisme, qui veut effectivement l'égalité entre tous les hommes. Et puis il y a une manière de socialisme, mais tout aussi puissant dans l'histoire et dans les idées, de socialisme nationaliste, qui veut simplement l'égalité, mais dans une communauté nationale bien délimitée et bien circonscrite. Et d'ailleurs, on le retrouvait déjà à l'époque de l'Athènes antique dont je vous parlais, puisque ces fiers Athéniens qui revendiquaient l'isomoirie, c'est-à-dire l'égalité réelle pour tous, mais ils ne parlaient que pour eux-mêmes, c'est-à-dire 15% de la population, puisque 85% des citoyens de l'époque étaient esclaves, et que ces gens qui se gargarisaient, comme c'est encore le cas de nos jours, d'égalité, ne voulaient l'égalité que pour eux, et non pas pour 85% des êtres humains qui vivaient autour d'eux et qui en réalité assumaient toutes les tâches économiques, domestiques et autres. Alors, je termine en conclusion. Si effectivement ma thèse est vraie, parce qu'elle est vraie ou fausse, hein, on peut se poser la question de savoir, notre société, nos sociétés contemporaines, occidentales, c'est quand même surtout celle que je connais, est-ce qu'elle mérite d'être qualifiée de socialiste ou est-ce qu'elle mérite d'être qualifiée de libérale? Je ne pense pas qu'on puisse trancher cette question-là par blanc ou noir. Il y a effectivement des
des éléments de liberté dans nos sociétés, on ne peut pas nier. J'en donnais un exemple tout à l'heure, on peut créer une entreprise, on a quand même encore des libertés qui sont consacrées par des constitutions, donc il y a quand même des éléments de liberté, on ne peut pas nier. Pour autant, et j'en donnais un certain nombre d'exemples, je vais insister sur l'un d'entre eux maintenant, nous vivons dans des sociétés qui n'ont jamais été aussi socialisées, au sens de la Sozialisierung dont parlaient les révolutionnaires marxistes allemands de l'entre-deux-guerres, enfin juste après la Première Guerre mondiale, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple. Le taux de l'impôt qui était considéré comme normal ou supportable il y a encore un siècle, dans l'impôt des personnes physiques, hein, celui où l'État de nos jours vous prend 60%, c'était 10%. Il eût été, mais inconcevable, révolution immédiate, de dire aux gens, vous ne nous donnez pas 10% de vos revenus, vous allez nous donner 60%. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Ben, c'est la guerre. La guerre, hein, dont c'est probablement, selon moi en tout cas, son pire méfait, elle habitue effectivement les gens à ce que l'État pompe l'intégralité ou quasiment des forces vives d'une nation et les redistribue au front, quoi. Fondamentalement, c'est ça. Et lorsque l'État en est arrivé à faire des taux d'imposition de 50-60, on est redescendu un peu après la Première Guerre mondiale. Puis, la Deuxième Guerre mondiale, ça a été encore une plus grande orgie de moyens absolument formidables. On n'est plus jamais redescendu. Alors maintenant, il y a des variations, hein. La tranche supérieure peut aller de 80, 60, 55, mais c'est une variation à la marge. On est resté, on vient de 10, on est à 60 dans des pays comme la France ou la Belgique. Alors, cette socialisation, elle n'est pas contestable. Si vous donnez la majeure partie de votre revenu, une chose qui révoltait quelqu'un comme Jean Goll, mais à l'époque où l'impôt était pourtant moins élevé qu'il ne l'est maintenant, si vous donnez la majeure partie de votre revenu à l'État, qui décide de son utilisation, on ne peut pas nier que d'un point de vue objectif, la socialisation, littéralement, est plus grande que lorsque ce n'était pas le cas. Idem par rapport aux droits, etc. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'à la fois Schumpeter et Marx ont eu raison, Schumpeter en 1942 et Marx évidemment au 19e, de considérer que un changement de civilisation ne se fait jamais, ou très rarement en tout cas, par un simple basculement et de façon radicale. Dans le sein d'une civilisation, une autre est née. Ce sont les termes exacts de Schumpeter et c'est l'idée aussi de Marx. Alors on se trouve, je pense, à une étape intéressante du développement de nos sociétés, parce que moi je ne suis ni un décliniste, ni un fataliste, ni un optimiste béat. Je pense que tout est possible. Nous sommes effectivement aujourd'hui au plus haut niveau de socialisation qu'on ait jamais été. On considère que le pourcentage de dépenses publiques en PIB de l'URSS, il y a un minimum incompressible qui reste privé, c'est 70%. La France est déjà à 57%. On n'est plus très loin. On est plus près de 70 qu'on l'est des 10 que je vous décrivais il y a un instant. Tout est possible. Il y a un certain nombre d'États occidentaux qui prennent le chemin maintenant d'une réduction drastique de l'imposition, d'une réduction drastique, par exemple les États-Unis d'Amérique, du volume régulatoire, et d'autres qui malheureusement, mais principalement la France, faut-il le dire, et comme toujours son appendice wallon qui a quand même tendance à croire que la France c'est l'humanité, qui persiste à vouloir effectivement avancer dans cette voie qui pourtant est une voie sans issue et qui ne peut nous mener en dernière analyse qu'au triomphe du socialisme au sens que j'ai défini. Je vous remercie.